Il existe une chose que vous faites absolument tous au quotidien et qui résulte directement de ce qui pourrait être la plus grande révolution de l'histoire. Que ce soit lorsque vous allez travailler, faire vos courses ou que vous vous déplacez à Limoges pour assister à la convention annuelle des renards masqués, on est tous concernés par une chose. On se déplace. On est tous de plus en plus mobiles. Ce 13 février dernier, la Belgique a été touchée par une importante grève générale qui a considérablement ralenti le pays et a immobilisé le réseau aérien de Belgique. Aéroports fermés, trafic de trains réduit. Pendant 24 heures, aucun avion n'était autorisé à atterrir ou alors à décoller de Charleroi. Seulement 24 heures qui ont suffi à immobiliser près de 100 000 voyageurs. En 24 heures seulement, les conséquences sur le mode de vie de toute la population ont été très lourde. On est arrivé à une époque où notre dépendance à nos réseaux routiers, maritimes ou aériens est telle qu'il est impossible d'imaginer un monde où l'on ne se déplacerait que peu, voire pas du tout. Si vous faites 2 secondes le bilan du nombre de déplacements que vous pouvez effectuer au sein d'une même année, eh bien vous allez très vite vous rendre compte que ce paramètre définit très largement vos vies. En fait, on est tellement habitué et conditionné à nous déplacer vite et loin que c'en est devenu banal que lorsque ce rythme effréné s'arrête, ne serait-ce que quelques heures, le pays entier tourne au ralenti, les entreprises sont paniquées et notre quotidien entier est remis en question. Mais ce mode de vie, il n'existait pas il y a à peine 100 ans. Et en réalisant ça, je me suis demandé, et si les choses avaient été différentes? Et surtout, que se passerait-il si les choses devenaient différentes? Avant d'aller plus loin, j'ai cherché à comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, à être si dépendant des transports. Alors j'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur plusieurs choses intéressantes. Non, pas ça. Premièrement, l'humanité a d'abord été nomade, c'est un secret pour personne, mais la mobilité a toujours fait partie de notre histoire. Une histoire un peu exceptionnelle au sein du règne animal, puisqu'on fait partie d'une de ces rares espèces à se déplacer en permanence sur nos 2 jambes. Et c'est grâce à cette particularité que vous êtes capable d'utiliser vos membres antérieurs, donc vos bras et vos mimines, pour porter plein de charges et aussi pour fabriquer plein de trucs super chouettes nécessaires à notre survie. Ce qui nous a permis par la suite de nous sédentariser, donc cultiver des terres, domestiquer les animaux et aussi créer plein de jolis bâtiments. Cette transition de chasseurs-cueilleurs vers éleveurs sédentarisés, on appelle ça la révolution néolithique. Ça s'est produit entre 14 000 ans et 5 000 ans avant notre ère dans plusieurs régions du monde. Et ça a véritablement transformer l'humanité. Deuxièmement, les villages sont devenus progressivement des cités. Et pour diverses raisons comme la guerre ou le commerce, on a pu perfectionner nos moyens de transport, notamment dans la navigation. La mobilité n'est plus seulement une question de survie, mais aussi d'échange et de développement. Et que ce soit pour les commerçants, les artisans, les artistes ou les colporteurs de nouvelles, ces déplacements y garantissent la croissance des cités. On entreprend aussi bien des voyages diplomatiques, des pèlerinages religieux et des périples pour le simple plaisir d'explorer et de rapporter l'exotisme du monde avec soi. En gros, on est passé d'un mode de vie relativement rudimentaire à la civilisation avec un grand C, au développement des arts, de la culture et de la religion. Les outils pour faciliter ces déplacements ont évolué au fil des siècles en accompagnant finalement chaque époque, que ce soit avec le perfectionnement de la roue par exemple, ou la création de nouvelles routes pour faciliter les transports. On pourrait par exemple parler de l'énorme réseau routier qu'avaient créé les Romains, qu'ils appelaient les voies romaines, et qui permettaient de parcourir l'Empire super rapidement. Notre mobilité, elle a pas arrêté d'évoluer et de s'intensifier au fil du temps. Troisièmement, si cette évolution s'était faite relativement de façon progressive jusqu'alors, au 19e et au 20e siècle, 2 bonnes grosses inventions sa mère sont venues chambouler notre rapport au monde. On a inventé la chaudière à vapeur, puis le moteur à explosion. Et ça signifie l'arrivée du train, du bateau à vapeur, puis de la voiture et de l'avion. Et la vraie révolution, c'est à ce moment-là qu'elle a eu lieu, au 19e et au 20e siècle. Parce qu'en quelques décennies, on est passé du stade où on se déplaçait principalement à la vitesse de la marche humaine ou de la traction animale, à un stade où on peut se déplacer partout dans le monde, tout le temps et en quelques heures. Fun fact, vous ne le saviez peut-être pas, mais les moteurs électriques étaient prêts à être mis sur le marché
avant les moteurs à explosion au pétrole. Mais on a considéré que le moteur à explosion était bien plus intéressant que le moteur électrique, parce qu'il était plus fiable pour les courses automobiles, et parce que c'était quand même vachement plus simple pour faire le plein, surtout en temps de guerre. En gros, on a eu le choix à un moment donné de notre histoire de fabriquer toutes les futures voitures à l'électricité. Mais parce qu'on trouvait que c'était quand même vachement plus sexy d'avoir des engins qui allaient vite et qui étaient bien efficaces, et ben on a préféré le pétrole, avec toutes les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. C'est marrant quand même de voir à quel point notre destin et notre futur dépendent parfois de quelques petits détails. Et du coup je m'interroge, à quoi aurait ressemblé notre société si, il y a quelques centaines d'années, on avait préféré parier sur les voitures électriques? Comment cette situation, elle nous impacte au quotidien? Et étant très intéressée par la collapsologie, c'est-à-dire la science de l'effondrement de notre société, je me suis beaucoup demandé ce qu'il se passerait si l'on continuait à nous déplacer comme on le fait actuellement. Spoiler, on va tous crever, la mort est inévitable et ça va indirectement entraîner la disparition partielle de notre espèce, entraînant dans son sillage la mort de milliers d'autres. Après avoir pleuré pendant quelques jours sur cette réflexion et avoir insulté mon chaton de 4 mois en latin, j'ai décidé de me rendre aux Archives nationales de Paris, où se déroule actuellement l'exposition Mobile-Immobile, pour trouver des réponses. C'est au cœur de Paris, dans ce lieu chargé d'histoire, qu'est présenté le fruit de 7 ans de recherche menée par le Forum Vie Mobile, en faisant collaborer des artistes et des chercheurs pour étudier notre rapport à la mobilité. Le tout est rassemblé et présenté au public pour la première fois. Notre monde est actuellement entièrement quadrillé par les routes. Notre vie est rythmée par les déplacements et arriver à l'heure au boulot repose sur la fiabilité de nos véhicules. Vers 1815, pour traverser l'Atlantique Nord par navigation, il fallait compter 30 jours grâce aux bateaux à voile. En 1900, soit seulement 85 ans plus tard, il ne faut plus que 7 jours avec la navigation à vapeur. Aujourd'hui, une demi-journée suffit en avion. La transition, elle est quand même super impressionnante et ça témoigne assez bien de l'impact qu'a eu l'industrialisation sur nos moyens de transport. En à peine une centaine d'années, on a complètement changé notre façon de vivre l'espace, de le concevoir et de gérer notre temps. Nos villes, elles se sont construites et reconstruites justement par rapport à ces nouvelles structures. Stations, gares, rails de train, trams, routes, autoroutes, aéroports, vélos, métro, dodo. Ça fait partie de notre paysage. C'est devenu normal. Avec notre vitesse de déplacement, on peut très bien avoir un foyer à un point A et aller travailler quotidiennement à un point B super loin en utilisant le train ou la voiture. On peut aussi partir en voyage en avion à l'autre bout du monde si ça nous chante, et ça seulement en quelques heures. Et du coup, multiplier les trajets à longue distance pour parfois seulement une nuit. En me renseignant, je suis tombée sur une étude de 2010 publiée dans la revue scientifique Regard sur la Terre, et j'y ai constaté qu'il y a 150 ans, un être humain parcourait en moyenne 1500 km par an. Et selon les chiffres du forum, en France, à notre époque, nous en parcourons près de 14 000. Bref, on est un peu aujourd'hui dans une phase assez hybride finalement, puisqu'on est à la fois sédentaire par notre mode de vie, donc on a une maison ou un foyer, et pour autant on est également en quelque sorte nomade, puisqu'on n'a jamais été aussi mobile. Les transports modernes nous permettent de nous déplacer à une vitesse incroyable et on le fait tout le temps. On peut le faire, on a les outils pour, donc on le fait, sans se poser de questions. Plus incroyable encore, dans un pays comme la Chine, une partie de la population a connu le passage des anciennes charrettes au train ultra performant de son vivant. Parce que cette transition, elle s'est faite en moins de 50 ans. 50 motherfucking années. C'est tout. Et ça, ça soulève énormément de questions. Déjà, il faut savoir que ce changement, il vient répondre à une sorte d'idéal de modernité pour les Chinois. Ils souhaitent revenir sur le devant de la scène internationale avec un pays moderne et dynamique. Et pour autant, fait assez intéressant, on constate en même temps que les populations qui ont vécu cette transition ressentent à la fois de la nostalgie et de la crainte pour l'avenir. Une nostalgie des usages et du contact humain qui a disparu avec l'arrivée des transports individuels. Dans une étude sociologique réalisée par l'Institut Synapolis pour le Forum Vie Mobile en 2014, les interviewés chinois exprimaient leur nostalgie pour cet esprit communautaire qui existait auparavant, cette solidarité qui s'est dissipée et la crainte de ne pas savoir comment ça va évoluer à l'avenir. Bref, on aurait pu imaginer que l'arrivée de moyens de transport et de communication plus efficaces aurait rapproché les populations. Mais même s'ils nous permettent de rencontrer plus de monde plus loin, ça nous éloigne aussi de nos voisins directs et ça dissout des communautés du passé. Et l'isolation des populations, elle prend aussi une autre forme. Dès l'apparition des chemins de fer, on essaye d'avoir un petit contrôle sur les déplacements des populations. Et du coup, on a créé en 1855 la police des chemins de fer, qui s'avère être l'ancêtre des services généraux pour contrôler les déplacements. Et incroyable, on surveille surtout les déplacements des réfugiés et des opposants politiques, comme par exemple Zola ou Dali, qui étaient surveillés et fichés. Déjà, si vous êtes français, grâce à votre passeport, vous avez accès à 180 pays sans demander de visa.
Félicitations! Par contre, si vous êtes afghan par exemple, eh ben vous n'avez accès qu'à une trentaine de pays. Félicitations. Ensuite, parce que tous les espaces de transit, donc les gares, les aéroports, etc., deviennent de véritables espaces de discrimination. Entre les businessmen qui voyagent en classe affaires en passant dans les salons cosy des aéroports et les banlieusards qui sont étouffés dans le métro, eh ben on n'a pas tous la même expérience de nos déplacements quotidiens. Mais le truc, c'est que si on refuse ou qu'on ne peut pas se plier à cette obligation d'être mobile, eh ben on est très fortement pénalisé dans notre quotidien. Aujourd'hui, cette liberté de déplacement, eh ben c'est devenu un impératif. Sans se rendre compte, on vit sur une base de non-choix. Qu'est-ce qui vous retient d'aller vivre au fin fond de l'Auvergne, perdu dans une forêt, sans voiture? Eh ben ce serait renoncer à trouver du travail, à répondre à ses besoins, et également être complètement isolé du reste de la société. Objectivement, rares sont ceux qui font ce choix. Être mobile n'est pas à la portée de tout le monde. Permis de conduire, possession d'une voiture, achat de tickets de transport, autant de paramètres qui ne sont pas accessibles financièrement à tous, mais nécessaires pour pouvoir s'adapter à une vie sociale. Bref, là où à l'époque cette mobilité nous permettait encore de nous rassembler et de nous rencontrer, aujourd'hui elle est devenue la norme d'une société où ne pas se déplacer est impensable, avec toutes les obligations et les tentations que nous avons, et où voyager est considéré comme cool et trendy. Faites un test, allez sur n'importe quelle application de rencontre ou lisez n'importe quel CV et vous allez vous rendre compte que la majorité de notre génération note voyager comme passion ou loisir. En fait, c'est devenu cool d'être mobile, c'est un super marqueur social. Voyager, ça nous permet de créer notre identité en tant qu'individu dans notre société. Aujourd'hui, c'est super bien vu d'aller passer ses vacances en Thaïlande et de revenir avec un charmant leggings à motif éléphant, des photos à poster sur Instagram et une nouvelle philosophie de vie à base de « Ah mais ça m'a ouvert les yeux. Ah, je suis plus pareil depuis que je suis partie. » Alors là, je me sens particulièrement offensé de ce que vous dites. Le souci, eh ben, c'est que tous ces déplacements, ils ont des conséquences. Et ils sont très loin d'être anodins. Notre mobilité actuelle dépend à 95% du pétrole. Le secteur des transports est le second secteur responsable des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Notre mobilité participe donc largement au réchauffement climatique, en plus de soulever des tas de questions sur notre avenir. Aujourd'hui, la mobilité, c'est à la fois le symbole d'un truc cool et moderne, mais aussi le symbole de notre société en suractivité, en burn-out. J'ai la sensation de voir les gens blasés, fatigués des transports en permanence et inquiétés par la pollution croissante, mais quand même dépendants à cette mobilité. Trop de véhicules, trop de mouvements, trop de pollution, trop de stress, trop de tout. Et d'ailleurs, le Forum Vie Mobile a fait une étude sur ce sujet qui montre que 8 personnes sur 10 souhaitent un ralentissement au quotidien, vivre plus en proximité et s'éloigner de ce fantasme de dynamisme qu'on nous a survendu. Par exemple, une autre étude du Forum montre qu'en raison de la mauvaise qualité de son cadre de vie et de son rythme, un habitant sur 2 explique qu'il souhaite quitter l'Île-de-France dans les années à venir. Nantes 1, Paris 0. Et pendant qu'on se demande s'il est bien raisonnable de péter les scores du bilan carbone en prenant l'avion pour faire des photos Insta sur la putain de baie du film à la plage comme des millions d'autres touristes, eh bien la planète de son côté, elle subit. Jusqu'au moment où elle ne pourra plus encaisser. Bref, à ce stade, je me suis posé une question. Et demain, est-ce qu'on pourra, et surtout, est-ce qu'on veut continuer à nous déplacer comme on le fait? Et si on a envie de ralentir pour l'environnement ou pour notre bien-être, comment faire? Comment vivre et bouger sans détruire l'environnement? Et ben ça, c'est le grand défi qui va incomber à notre génération. Sinon, l'accélération de notre mobilité, plus grande révolution de l'histoire, eh ben elle pourrait nous être fatale. Selon certains chercheurs d'ailleurs, si on ne change rien, eh ben on risque carrément l'effondrement de notre société. Pourtant, je pense que vous et moi, on a plutôt conscience qu'espérer un changement radical de nos modes de vie simplement sur une heureuse décision commune, eh ben c'est plutôt impensable. Déjà parce que ça semble plutôt impossible de convaincre tout le monde, tous les pays, tous les individus d'adopter un mode de vie a priori moins confortable maintenant qu'on a goûté aux avantages de la vitesse sans limite. Mais aussi parce que, selon d'autres chercheurs, eh ben cette transition elle serait beaucoup plus probablement envisageable si notre société elle venait d'abord à s'effondrer. C'est notamment une des hypothèses évoquées dans le cadre de ce qu'on appelle la collapsologie, mais ça j'en parlerai dans un autre épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires parce que moi c'est un sujet que j'aime beaucoup. En conclusion, il n'existe pas de solution miracle. C'est prendre conscience de ces problèmes et se renseigner sur les diverses alternatives qui existent à nos modes de vie et œuvrer pour qu'elles puissent devenir une réalité avant qu'il ne soit trop tard. C'est d'ailleurs ce que propose le Forum Vie Mobile avec son exposition Mobile Immobile. Si toutes ces questions vous intéressent, je vous invite fortement à vous rendre très rapidement aux Archives nationales de Paris. C'est une expo super riche, que ce soit d'un point de vue artistique, pédagogique ou émotionnel. Et elle va être bien plus complète que ma simple vidéo sur le sujet, donc vraiment c'est une des expositions qu'il faut pas rater en ce début d'année 2019. Là où je suis plutôt impressionnée, c'est que le Forum Vie Mobile a vraiment réussi à illustrer parfaitement le propos avec des œuvres fabuleuses. Alors aussi bien la photographie
photographie que la peinture ou même le cinéma, et ils ont fait un travail incroyable pour garantir l'accessibilité et la qualité de l'information. Ça me tenait vraiment à cœur de vous parler de ce sujet en particulier, puisqu'il s'agit d'une des plus grosses révolutions de notre histoire, mais elle est encore actuelle, on est encore les acteurs de cette révolution, parce que l'histoire c'est pas seulement le passé, c'est aussi notre présent et notre avenir. Et c'est d'ailleurs l'objectif de cette exposition, vraiment de fournir des outils pour comprendre tout ça. Donc si jamais vous êtes parisien ou que vous passez sur Paris par hasard, et ben je vous invite vraiment à aller voir l'exposition et faites-moi un retour d'ailleurs si ça vous a plu. Voilà, ce sera tout pour cet épisode, je vous dis au revoir et à très vite pour de nouvelles aventures.